Le tissu se déchira dans un fracas qui changea tout. Elias Moreau se tenait à moitié submergé dans le fleuve en furie, des lambeaux de tissu trempés dans ses mains tremblantes. La jeune femme respirait, vivante, sauvée. Mais les morceaux flottants de sa robe traditionnelle semblaient raconter une autre histoire à ceux qui observaient depuis la crête. Ils l'avaient arrachée à une mort certaine. Alors pourquoi le regardait-elle avec une telle terreur dans ses yeux sombres? Pourquoi reculait-elle devant lui comme s'il était le danger dont elle venait d'échapper? La pluie tambourinait sur son chapeau tandis qu'il tentait de comprendre. Dans son monde, sauver quelqu'un signifiait la gratitude. Dans son monde, des vêtements. Mais debout là, la regardant serrer le tissu restant contre sa poitrine tout en scrutant la ligne des arbres avec des yeux désespérés, Elias commença à réaliser qu'il n'était plus dans son monde. 3 heures plus tôt, Elias suivait son bétail égaré dans le canyon quand la tempête éclata sans avertissement. Le ciel devint noir comme du charbon, et le vent portait une violence qui pliait les arbres presque en deux. Il aurait dû chercher un abri immédiatement. Il aurait dû retourner à sa petite ferme et attendre la fin de la tourmente, comme tout homme sensé. Au lieu de cela, il entendit des cris. Des voix humaines ne sonnent pas comme des cris d'animaux, aussi désespérés soient-ils. C'était différent. C'était la terreur à son état pur, traversant le vent hurlant comme une lame dans la soie. Sans réfléchir, Elias lança son cheval vers le son, le suivant le long de la pente rocheuse jusqu'à l'endroit où le ruisseau, d'ordinaire calme, était devenu un torrent déchaîné. C'est là qu'il la vit. La jeune femme était prise dans le courant, ses longs cheveux noirs s'agitant autour de son visage tandis que l'eau l'attirait vers les rapides en aval. Sa robe traditionnelle, lourde d'eau, la tirait vers le fond. Elle luttait contre le fleuve de toutes ses forces, mais la tempête avait transformé la voie navigable paisible en une bête liquide aux dents de pierre et d'écume. Elias n'hésita pas. Il plongea de son cheval directement dans l'eau tourbillonnante. Le froid le frappa comme un coup physique. Le courant latrant déchiré était un faible prix pour une vie sauvée. Péa aussitôt, essayant de l'emporter avec la même force impitoyable qui retenait la jeune femme. Mais Elias était fort, ses années de travail à la ferme lui ayant donné une musculature et une endurance qui lui servirent bien dans des moments pareils. Il l'atteignit juste au moment où ses forces commençaient à faiblir. Leurs regards se croisèrent un bref instant, et il y vit quelque chose qui le hanterait plus tard. Pas seulement la peur de se noyer, la peur de lui, la peur d'être touché par un étranger, la peur de ce que son sauvetage pourrait lui coûter. Mais il n'y avait pas de temps pour des considérations douces. Les rapides se profilaient à l'horizon, et Elias savait que l'hésitation signifiait la mort pour tous deux. Il la saisit par la taille, sentant le tissu de sa robe se froisser sous sa prise. En la tirant vers la rive, luttant contre la traction implacable du courant, il entendit le tissu commencer à céder et à se déchirer. Le bruit du tissu déchiré se mêla à sa respiration haletante. Mais ils étaient vivants, et c'était tout ce qui importait. Du moins, c'est ce que pensait Elias jusqu'à ce qu'il voie les visages émergeants de la forêt au-dessus. Parfois, les pires malentendus commencent avec les meilleures intentions. Les guerriers se dessinaient en silhouette sur fond de nuages de tempête. Leurs silhouettes sombres et menaçantes le long de la crête. De leur point de vue, ils pouvaient tout voir. Elias tenant le tissu déchiré, la jeune femme reculant de lui, ses vêtements endommagés, et la peur inscrite sur son visage. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la vérité. Anya se pressa contre la rive boueuse, ses yeux sombres passant d'Elias aux formes de plus en plus nombreuses apparaissant à travers la pluie. Elle parlait rapidement dans sa langue maternelle, les mots se bousculant dans une urgence désespérée. Bien qu'Elias ne comprenne pas la langue, la panique dans sa voix était universelle. « J'essayais d'aider, » dit Elias doucement, levant les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal, mais ces mots semblèrent accroître son désarroi plutôt que de le calmer. Elle secoua violemment la tête, pointant les guerriers au-dessus. Puis elle fit quelque chose qui confondit encore plus Elias. Elle prit de la terre sur la rive et commença à en frotter ses bras et son visage, comme si elle essayait de cacher la preuve de quelque chose. Ses mouvements étaient frénétiques, désespérés. Un cri de guerre résonna à travers le canyon, âpre et guttural, suivi de cris de réponse venant de plusieurs directions. Le son fit glacer le sang d'Elias. Il avait entendu parler des conflits de frontières, mais n'avait jamais expérimenté la terreur primale d'être en infériorité numérique face à des guerriers armés sur leur propre territoire. Anya saisit soudain le bras d'Elias, sa prise étonnamment forte. Pendant un instant,
Il pensa qu'elle demandait protection. Au lieu de cela, elle le repoussa avec une telle force qu'il trébucha en arrière dans l'eau peu profonde. « Pars, murmura-t-elle dans un anglais lourdement accentué. Ils te tueront. Mais il était déjà trop tard pour s'échapper. Le premier guerrier avait commencé à descendre la paroi escarpée du canyon, se déplaçant avec la grâce fluide de quelqu'un qui connaissait chaque roche et chaque chemin. D'autres suivirent, leur descente créant une cascade de pierres meubles qui cliquetèrent dans l'eau en contrebas. Elias compta au moins 12 figures, bien que la pluie rendît difficile la certitude. Ils portaient des armes traditionnelles, arcs, massues de guerre et lames d'acier qui luisaient malgré la lumière grise. Leurs visages étaient peints pour la guerre, et leurs intentions étaient indéniables. Le guerrier de tête atteignit le fond du canyon et entra dans la rivière sans hésitation. C'était un homme imposant, puissamment bâti, avec des cheveux grisonnants tressés de plumes et de perles. Ses yeux se verrouillèrent sur Elias avec une haine si intense qu'elle en était presque physique. Quand il parla, sa voix portait le poids de l'autorité absolue. Bien qu'Elias ne comprenne pas les mots, leur signification était assez claire. C'était un jugement, et il avait déjà été rendu. Anya se jeta entre les deux hommes, parlant rapidement au chef guerrier. Sa voix était suppliante, désespérée. Mais l'expression de l'homme ne changea pas. Si quelque chose, voir ses vêtements déchirés et son état boueux semblait attiser sa rage. D'autres guerriers éclaboussèrent dans la rivière, entourant Elias en un cercle lâche. Leurs armes restaient baissées, mais prêtes. Ils attendaient quelque chose. Un signal, un mot de leur chef, la permission d'agir sur ce qu'ils croyaient avoir vu. Elias réalisa avec une appréhension croissante que tout ce qu'il avait fait pour sauver la vie de cette femme était interprété comme une attaque contre son honneur. Chaque déchirure dans sa robe, chaque tache de boue sur sa peau, chaque signe de lutte était une preuve contre lui, et la preuve la plus accablante de toutes était encore dans ses mains. Les morceaux de ses vêtements sacrés, flottant comme des accusations dans l'eau tourbillonnante autour d'eux. Le chef guerrier leva sa massue de guerre, et Elias comprit que son temps d'explication était écoulé. La vérité peut être plus dangereuse que les mensonges quand personne ne veut l'entendre. La massue se figea en l'air tandis qu'une nouvelle voix traversait la pluie. Profonde, imposante, et portant une autorité absolue. Le chef guerrier abaissa immédiatement son arme et recula, bien que ses yeux ne quittent jamais le visage d'Elias. À travers la tempête vint une autre figure, plus âgée que les autres, se déplaçant avec la dignité prudente de quelqu'un dont chaque pas commandait le respect. Cet homme ne portait pas de peinture de guerre, mais les plumes de ses cheveux grisonnants et les perles complexes de son gilet en cuir marquaient qu'il était quelqu'un de grande importance. Tout le corps d'Anya se raidit en le voyant. Elle murmura un seul mot qui sonnait à la fois comme la révérence et la terreur. « Père !» Takakota surveillait la scène avec des yeux sombres qui ne rataient rien. Il vit les vêtements déchirés de sa fille, la peur sur son visage, l'homme blanc debout à mi-corps dans leur fleuve sacré tenant des morceaux de sa robe. Il vit le cercle de guerriers prêts au sang et la tension qui crépitait dans l'air comme un éclair attendant de frapper. Quand il parla, c'était dans sa langue maternelle, mais son ton rendait la traduction inutile. Il posait des questions, et il attendait des réponses. Anya répondit rapidement, la voix tremblante. Elle désigna le fleuve, Elias, le tissu déchiré flottant dans l'eau. Son père écouta sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque mot. Elias regarda cet échange avec une appréhension croissante. Il vit le moment où le visage de Takakota se durcit en un masque de rage contrôlée. Quoi qu'Anya lui dise, cela n'aidait pas la cause d'Elias. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Anya retira soudain une sacoche en cuir qui pendait autour de son cou et la tendit à son père. Takakota la prit, en examina le contenu, et tout son comportement changea. La rage resta, mais semblait maintenant dirigée ailleurs. Il aboya un ordre à ses guerriers. Plusieurs d'entre eux commencèrent immédiatement à fouiller la rive, cherchant quelque chose de spécifique. D'autres s'étalèrent le long des murs du canyon, leurs yeux scrutant les rochers et les arbres avec une nouvelle détermination. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elias, bien qu'il sût que Takakota ne parlait probablement pas anglais. « Que cherche-t-il » À sa surprise, le chef tribal se tourna vers lui et parla dans un anglais lourdement accentué mais clair. « Il cherche les hommes qui ont chassé ma fille dans le fleuve. » Les mots frappèrent Elias comme un coup physique. Des hommes qui l'ont chassée, au pluriel,
ce qui signifiait qu'Anya n'était pas tombée dans l'eau par accident. Elle avait fui quelque chose ou quelqu'un. « Combien d'hommes » demanda Elias. Les yeux de Takakota se plissèrent. « Tu ne sais pas ? Tu n'étais pas avec eux. » « Je suivais mon bétail quand j'ai entendu des cris. C'est là que je l'ai trouvé dans l'eau. » Pendant un long moment, Takakota étudia le visage d'Elias avec l'intensité de quelqu'un qui avait appris à lire la vérité et la tromperie dans les yeux d'un homme. Le silence s'étira entre eux, rempli seulement par le bruit de la pluie et du fleuve qui se précipitait. Finalement, Takakota reprit la parole. « Ma fille dit que tu lui as sauvé la vie. Elle dit aussi que 3 hommes à cheval l'ont conduite au bord de l'eau. Des hommes aux cheveux jaunes et aux yeux pâles, comme toi. » L'implication était claire. Même si Elias n'avait pas été l'un des agresseurs, il leur ressemblait. À travers les yeux de la tribu, cela faisait de lui un coupable par association. L'un des guerriers en patrouille lança un cri depuis l'amont. Il tenait quelque chose dans sa main, quelque chose qui rendit le visage de Takakota noir comme un orage, un morceau de tissu, du tissu bleu, pas de la robe traditionnelle d'Anya, mais de la chemise d'un homme blanc. Et dans le crépuscule grandissant, d'autres cris de guerre commencèrent à résonner à travers le canyon. Pas de la part des guerriers déjà présents, mais d'autres approchant rapidement, beaucoup d'autres. Le son venait maintenant de toutes les directions, les entourant complètement. Quand vous êtes entouré de 200 guerriers, la prière devient mathématique. Les cris de guerre devinrent plus forts, plus proches, jusqu'à ce qu'ils semblent venir des rochers eux-mêmes. Elias tourna lentement sur lui-même, regardant des silhouettes émerger de chaque ombre, chaque crevasse, chaque cachette possible dans le canyon. Il bougeait comme de l'eau s'écoulant en pente, inévitable et incontrôlable. L'expression de Takakota était passée de la colère contrôlée à quelque chose de bien plus dangereux. Le calcul froid d'un chef se préparant à la guerre. Le morceau de tissu bleu dans la main du guerrier avait tout changé. C'était la preuve que des hommes blancs avaient bien été là, avaient bien poursuivi sa fille jusqu'à cet endroit. Mais Elias était le seul homme blanc qu'il pouvait voir. « 200, murmura Anya en anglais, sa voix à peine audible par-dessus la pluie. Peut-être plus. Il chasse les blonds depuis 3 jours. L'estomac d'Elias s'aserra. 3 jours. Ce qui signifiait que cela n'avait pas été une attaque aléatoire contre Anya. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de planifié, et maintenant il était pris au milieu. « Qu'ont fait ces hommes » demanda-t-il. Anya jeta un coup d'œil à son père, puis à Elias. Ces mots suivants sortirent en un flot, comme si elle avait besoin de les dire avant que son courage ne lui fasse défaut. Ils sont venus à notre camp pendant la cérémonie de la nouvelle lune, ont pris nos objets sacrés, ont tué 2 anciens qui ont essayé de les arrêter, ont dit qu'ils reviendraient en chercher plus à moins que nous ne leur donnions un passage sur à travers notre terre. Le tableau devenait plus clair, et il était pire qu'Elias ne l'avait imaginé. Ce n'étaient pas des voleurs aléatoires. C'étaient des hommes qui comprenaient exactement comment blesser une tribu le plus profondément. Prendre des objets sacrés pendant une cérémonie religieuse était plus que du vol. C'était une profanation. Takakota parla vivement à sa fille, clairement mécontent qu'elle partage leurs affaires avec un étranger. Mais Anya continua de toute façon, sa voix devenant plus forte. Je les ai suivis quand ils ont quitté le camp, je voulais voir dans quelle direction ils allaient pour aider nos guerriers à les traquer. Mais ils m'ont vu, m'ont chassé à travers la forêt jusqu'à ce que je n'ai plus nulle part où courir sauf dans l'eau. D'autres pièces du puzzle se mirent en place. Anya n'avait pas été une victime au mauvais endroit au mauvais moment. Elle avait été un éclaireur recueillant des renseignements pour sa tribu. Sa robe déchirée n'était pas seulement la preuve du sauvetage d'Elias. C'était la preuve de son propre courage. Les guerriers continuaient de descendre dans le canyon. Leur nombre semblait infini. Beaucoup portaient des torchets qui sifflaient et crachotaient sous la pluie, créant une lumière infernale qui dansait sur leurs visages peints. Ils s'arrangèrent en une formation parfaite, coupant toute route d'évasion possible. Elias réalisa avec une horreur croissante qu'il allait devenir le bouc émissaire pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Aux yeux de la tribu, un homme blanc valait un autre quand il s'agissait de justice. Ils chassaient depuis 3 jours, et ils avaient enfin trouvé leur proie. Takakota leva la main, et les cris de guerre se turent. Le silence soudain était plus terrifiant que le bruit n'avait été. Dans ce silence, Elias pouvait entendre son propre battement de cœur, la pluie frappant l'eau et le doux murmure des flèches s'encochant sur les cordes d'arc. Tu as 2 choix,
Homme blanc, dit Takakota, son anglais précis et froid. Dis-nous où sont partis les blonds, ou paie toi-même le prix de leur crime. Elias ouvrit la bouche pour protester son innocence, mais Takakota l'interrompit d'un geste vif. Ma fille dit que tu lui as sauvé la vie. Pour cela, je te donnerai une chance de prouver que tu n'es pas comme les autres. Mais si tu ne peux pas nous mener au vrai voleur, il n'avait pas besoin de finir la phrase. Les 200 guerriers qui les entouraient, leurs armes prêtes et leurs visages peints pour la guerre, rendaient les conséquences assez claires. Anya s'avança, se plaçant à nouveau entre Elias et son père. Quand elle parla, sa voix portait un désespoir qui fit se serrer la poitrine d'Elias. « Père, il y a autre chose. Quelque chose que j'ai trouvé avant qu'ils ne me poursuivent. » Elle fouilla dans les restes déchirés de sa robe et en sortit un petit objet, quelque chose qu'elle avait caché près de son corps pendant toute l'épreuve. Même dans la faible lumière, Elias put voir ce que c'était. Un bouton militaire, en laiton avec un dessin d'aigle, et soudain, tout changea à nouveau. Parfois, l'ennemi de ton ennemi devient ton seul espoir de survie. Le bouton militaire brillait dans la paume de Takakota comme une accusation en laiton. Le dessin de l'aigle était indéniable, et Elias le reconnut immédiatement. Fort Carson, le poste militaire le plus proche, était à 3 jours de cheval vers l'est. Mais que feraient des soldats si loin de leur territoire assigné? Les guerriers de Takakota s'agitaient nerveusement, leurs armes toujours braquées sur Elias, mais leur attention désormais concentrée sur cette nouvelle preuve. Les implications étaient stupéfiantes. Si des soldats étaient impliqués dans le vol d'objets sacrés, ce n'était plus seulement une affaire criminelle. C'était un acte de guerre potentiel entre l'armée des États-Unis et la tribu. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Takakota à sa fille, la voix tendue par une fureur contrôlée. « Près du vieux chêne où ils se sont arrêtés pour partager ce qu'ils avaient volé, » répondit Anya. L'un d'eux l'a perdu quand ils se disputaient sur la direction à prendre. L'esprit d'Elias s'emballa. Il connaissait le chêne auquel elle faisait référence. Un arbre massif et ancien qui marquait la frontière entre la terre tribale et le territoire ouvert menant vers Fort Carson. C'était aussi un point d'arrêt connu pour les voyageurs se dirigeant vers l'est. Si les voleurs s'étaient arrêtés là pour se disputer, cela signifiait qu'ils n'étaient pas sûrs de leur destination. Ils fuyaient, ne retournant pas à la base. Ce n'étaient pas des soldats, dit soudain Elias. Tous les regards se tournèrent vers lui, et il sentit le poids de l'attention de 200 guerriers comme une pression physique. Du moins, pas des soldats en service actif. Les yeux de Takakota se plissèrent. Comment le sais-tu? Parce que je connais le commandant de Fort Carson, le colonel Matthews. C'est un homme bon, un homme d'honneur. Il n'autoriserait jamais une attaque contre ton peuple, surtout pas pendant une cérémonie religieuse. Elias s'arrêta, réfléchissant aux possibilités. Mais des déserteurs auraient encore leurs uniformes, leurs boutons, leur connaissance des tactiques militaires. Les pièces du puzzle se mirent en place. Les déserteurs sauraient comment se déplacer en territoire hostile, comment planifier une attaque, comment s'échapper rapidement. Ils seraient aussi désespérés au point de voler n'importe quoi de valeur, sacré ou non. Et surtout, ils n'auraient aucune protection officielle s'ils étaient attrapés. Anya s'avança, sa robe déchirée toujours serrée autour d'elle comme une armure. Il y a autre chose. Pendant qu'ils se disputaient, j'ai entendu l'un d'eux parler d'un navire, de vouloir atteindre la côte avant que quiconque ne puisse les suivre. Un navire? Cela changea tout. Si les déserteurs essayaient d'atteindre la côte, ils n'avaient pas l'intention de se cacher dans la nature. Ils avaient l'intention de disparaître complètement, probablement en Californie ou au Mexique, où la justice militaire ne pourrait pas facilement les atteindre. Mais cela signifiait aussi qu'ils devraient traverser des territoires colonisés pour atteindre l'océan. Des territoires où Elias avait des contacts, des amis, des gens qui lui devaient des faveurs grâce à des années de relations honnêtes. « Je peux vous aider à les traquer », dit Elias. Les mots sortirent avant qu'il ne réalise pleinement ce qu'il proposait. « Je connais les pistes qu'ils devront emprunter pour atteindre la côte. Je connais les gens qui tiennent les postes de ravitaillement, les bateliers, les aubergistes. Si ces hommes essaient de fuir le territoire, je peux vous aider à les trouver. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Takakota étudia Elias avec ses yeux sombres et pénétrants, pesant l'offre contre le risque. Autour d'eux, les guerriers attendaient la décision de leur chef, leurs armes toujours prêtes, mais ne pointant plus directement le cœur d'Elias.
Et pourquoi ferais-tu cela? Demanda finalement Takakota. Pourquoi risquerais-tu ta vie pour nous aider à récupérer ce qui a été volé à notre peuple? Elias regarda Anya, se souvenant de la terreur dans ses yeux quand elle pensait que son propre peuple ne croirait peut-être pas son histoire. Se souvenant du courage qu'il lui avait fallu pour espionner les voleurs seuls. Se souvenant du désespoir dans sa voix quand elle avait essayé de le protéger des guerriers de son père. Parce que ce que ces hommes ont fait était mal, dit-il simplement. Parce que ta fille m'a sauvé la vie en te disant la vérité quand elle aurait pu se taire. Et parce que parfois, faire ce qui est juste est aussi la seule chose à faire. Takakota resta silencieus un long moment. Puis il se tourna vers ses guerriers et parla en termes autoritaires et rapides. Elias ne pouvait pas comprendre les mots, mais il pouvait voir l'effet qu'ils avaient. Les armes furent baissées. Les postures se détendirent légèrement. La menace immédiate de violence commença à reculer. Mais quand Takakota se tourna vers Elias, son expression était toujours d'un sérieux mortel. « Si tu nous mens, homme blanc, si tu nous mènes dans un piège ou si tu essaies de prévenir ton peuple de notre approche, tu ne vivras pas pour le regretter. » Elias hocha la tête, acceptant la menace comme le prix nécessaire de la confiance. « Je comprends. » Bien, dit Takakota. Car nous chevauchons à la première heure, et si nous ne trouvons pas ces voleurs dans les 3 jours, tu prendras leur place sur le terrain de jugement. Les sentiers les plus ardus sont ceux qui mènent à la rédemption. L'aube se leva grise et froide, les nuages de tempête planant encore bas sur le canyon. Kaelen s'assit près d'un petit feu, observant Elara s'occuper du cheval de guerre de son père avec une efficacité exercée. Elle avait tressé ses longs cheveux serrés et changé pour des vêtements d'équitation, un pantalon de cuir et une simple chemise permettant des mouvements rapides. La robe cérémonielle déchirée avait été soigneusement pliée et confiée à l'une des aînées pour réparation. Dans la lumière grandissante, Kaelen pouvait voir l'ampleur du groupe de guerre de Kaelen. Près de 50 guerriers avaient été sélectionnés pour la poursuite, tous montés sur de puissants chevaux et emportant suffisamment de provisions pour une chasse d'1 semaine. Les autres restaient pour protéger les terres tribales, mais leurs armes restaient prêtes au cas où cela se révélerait plus qu'une simple chasse à 3 déserteurs. « Tu connais ces hommes mieux que tu ne l'as dit hier », fit observer Elara, s'asseyant à côté de lui près du feu. Son anglais était plus clair maintenant, moins accentué que celui de son père. « Je l'ai vu dans tes yeux quand nous avons parlé du bouton militaire. » Kaelen étudia son visage, surpris par sa perspicacité. « Qu'est-ce qui te fait penser ça? » « Parce que quand mon père a mentionné des déserteurs, tu n'as pas été surpris. Tu étais en colère. » Elle remua le feu avec un bâton, envoyant des étincelles dans la faible lumière matinale. En colère comme quelqu'un qui a déjà vu ce que de tels hommes peuvent faire. Elle avait raison, et Kaelen ne voyait aucun intérêt à le nier. Il y a 3 ans, un groupe de déserteurs a attaqué un foyer à environ 20 km de mon ranch, a tué une famille, volé leurs chevaux et leurs provisions. J'ai fait partie du groupe qui les a traqués. Les as-tu attrapés? 2 d'entre eux. Le 3e s'est échappé. La mâchoire de Kaelen se serra au souvenir. Il avait les cheveux blonds et les yeux clairs, comme dans ta description. Il s'appelait Sergent Pike, et c'était le pire de la bande. Intelligent, impitoyable et complètement dépourvu de conscience. Le bâton d'Elara s'arrêta. Tu penses qu'il est l'un des 3 qui ont attaqué notre cérémonie? Je parierais mon ranch là-dessus. Pike travaillait toujours avec les 2 mêmes hommes, le caporal Jennings et le soldat Walsh. Tous les 3 ont déserté ensemble après les meurtres dans les foyers. L'armée les recherche depuis. Cette information changeait tout. Ils ne chassaient plus de simples voleurs. Ils poursuivaient des meurtriers connus. Des hommes qui avaient déjà prouvé qu'ils tueraient des innocents sans hésitation. Des hommes qui ne se rendraient pas pacifiquement une fois acculés. Kaelen s'approcha de leur feu, son expression sombre. « Mes éclaireurs ont trouvé leur piste », annonça-t-il. Ils se sont dirigés vers l'est par le passage des Saules. Juste comme tu l'avais prédit, mais ils ne sont plus seuls. Kaelen sentit son estomac se nouer. Combien? Au moins 6 cavaliers maintenant. Peut-être 7. Les traces sont difficiles à lire sur le sol humide, mais il semble qu'ils aient rencontré d'autres personnes pendant la nuit. 6 ou 7 hommes au lieu de 3. Les chances venaient de basculer dramatiquement contre eux, et tout le monde le savait. Même 50 guerriers tribaux auraient du mal à vaincre ces déserteurs désespérés en plaine,
surtout si ces déserteurs avaient reçu une formation militaire et des armes modernes. Mais il y avait autre chose dans l'expression de Kaelen. Quelque chose qui fit frissonner Kaelen d'appréhension. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elara, lisant le visage de son père avec la même perspicacité qu'elle avait montrée envers Kaelen. Kaelen tendit un morceau de papier, plié et taché par l'eau, mais encore lisible. L'un de mes éclaireurs a trouvé ceci épinglé à un arbre près de leur camp. Il semble que ce soit destiné à nous. Kaelen prit le papier et le déplia soigneusement. L'écriture était d'une main rude et pelêtrée, mais les mots étaient assez clairs pour les sauvages qui les suivaient. Nous avons vos babioles sacrées, et nous ne les rendrons pas. Continuez à nous suivre, et nous brûlerons chacune d'elles avant de jeter les cendres dans la rivière la plus proche. Vous avez une journée pour faire demi-tour et rentrer chez vous. Après cela, vos précieuses choses saintes deviendront du bois de chauffage. Pike. Le message frappa Kaelen comme un coup physique. Pike savait non seulement qu'ils étaient suivis, mais il utilisait les objets sacrés volés comme levier. Ce n'était plus juste du vol. C'était une guerre psychologique conçue pour forcer la tribu à un choix impossible. Abandonner la poursuite et laisser la profanation subsister, ou risquer de voir leurs artefacts religieux les plus précieux détruits sous leurs yeux. Elara lut la note par-dessus l'épaule de Kaelen, son souffle coupé lorsqu'elle atteignit le nom de Pike. « Tu avais raison. C'est le même homme. »« Il y a plus, » dit Kaelen d'un ton sombre. L'éclaireur qui a trouvé ceci a également découvert autre chose à leur camp. Des preuves qu'ils ont été en contact avec d'autres groupes, d'autres déserteurs, d'autres hors-la-loi. Ce Pike a construit une armée. Le sang de Kaelen se glaça. Une armée de déserteurs et de criminels, tous unis sous la direction de Pike. Tous armés, tous désespérés, et tous prêts à tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Et quelque part devant eux, Pike attendait avec les possessions les plus sacrées de la tribu, les défiant de venir les récupérer. Combien de temps avant d'atteindre le passage des saules ? Demanda Kaelen. Le sourire de Kaelen était froid comme le vent d'hiver. Si nous galopons fort, nous pouvons y être avant le coucher du soleil. Mais je crains que ce ne soit pas assez tôt pour empêcher Pike de tenir ses menaces. Comme s'il était invoqué par ces paroles, une colonne de fumée noire commença à s'élever à l'horizon. Une fumée épaisse et sombre qui parlait de choses brûlées qui n'auraient jamais dû l'être. Pike avait commencé à détruire les objets sacrés. Et avec chaque objet qui partait en flammes, les chances d'éviter une guerre totale devenaient de plus en plus minces. Certaines batailles sont gagnées avant même le premier coup de feu. La fumée devint plus épaisse à mesure qu'il galopait vers l'est, une colonne noire contre le ciel gris qui marquait l'emplacement de Pike aussi clairement qu'un feu de signalisation. Mais Kaelen reconnut quelque chose dans cette fumée qui fit battre son cœur d'espoir plutôt que de désespoir. Elle était trop fine, trop contrôlée pour être la destruction complète des objets sacrés. Pike brûlait quelque chose, mais pas tout. Pas encore. Il bluffe, cria Kaelen à Kaelen alors qu'ils atteignaient une crête dominant la vallée d'où provenait la fumée. Regarde le motif de la fumée. C'est du bois humide et du cuir qui brûle, pas des artefacts cérémoniels. Il essaie de nous faire croire qu'il détruit tout. Mais il garde les vrais trésors intacts. Kaelen arrêta son cheval et étudia la fumée avec des yeux expérimentés. Autour d'eux, les 50 guerriers s'étendaient le long de la ligne de crête, leurs armes prêtes, mais dissimulées à la vue en contrebas. Dans la vallée, Kaelen pouvait maintenant voir clairement le camp de Pike. Cet homme disposait autour d'un grand feu, leurs chevaux mis en liberté à proximité, et surtout, plusieurs paquets de cuir qui ne pouvaient contenir que les objets sacrés volés. Pourquoi les garderait-il ? Demanda Elara, sa voix à peine audible. Parce qu'il a l'intention de les vendre, répondit Kaelen d'un ton sombre. Il y a des collectionneurs à l'est qui pêchèrent des artefacts indiens. Sans poser de questions. Pike n'est pas seulement un meurtrier. C'est un homme d'affaires. Ces objets valent plus pour lui entier que brûlés. La réalisation changea toute leur situation tactique. Pike ne prévoyait pas une dernière bataille ici. Il achetait du temps, utilisant la menace de destruction pour tenir la tribu à distance pendant qu'il organisait un passage sur vers la côte. La fumée était censée les faire paniquer et les inciter à battre en retraite ou à attaquer imprudemment. Mais Kaelen connaissait la faiblesse de Pike. L'homme était arrogant, convaincu de sa propre intelligence. Il ne s'attendrait jamais à ce que ses poursuivants démasquent sa tromperie, surtout pas avec l'aide de quelqu'un qui comprenait ses méthodes.
Là, Kaelen désigna un amas de rochers à environ 200 yards du camp de Pike. C'est là qu'il aura ses guetteurs. 2 hommes, peut-être 3, surveillant les principales approches de la vallée. Kaelen hocha la tête d'un air sombre. Mes guerriers peuvent atteindre ces rochers sans être vus. Mais cela laisse encore 4 hommes dans le camp lui-même, tous armés et prêts aux ennuis. 5 hommes, corrigea Kaelen. Pike garde toujours un homme avec les chevaux, prêt à s'enfuir si les choses tournent mal. C'est son plan d'évasion. Sacrifier ses hommes pour se donner le temps de fuir avec les objets les plus précieux. Comme s'il était invoqué par leurs paroles, une silhouette se détacha du camp de Pike et commença à se diriger vers leur position. Pas en courant, pas en se faufilant, mais en marchant avec l'assurance de quelqu'un qui croyait détenir tous les avantages. Drapeau de trêve, fit observer Elara, désignant le tissu blanc que portait la figure qui approchait. Mais le sang de Kaelen se glaça lorsqu'il reconnut la carrure de l'homme, son dandinement distinctif. La façon dont il tenait la tête légèrement inclinée vers la droite, une habitude développée après une blessure à l'oreille partiellement guérie il y a des années. C'est Pike lui-même, dit Kaelen. Il vient pour négocier. Les implications étaient stupéfiantes. Pike ne s'exposait jamais au danger, sauf s'il était absolument certain de sa position, ce qui signifiait soit qu'il avait des renforts cachés quelque part, soit qu'il avait un plan si astucieux qu'il croyait qu'il garantissait sa sécurité. Pike s'arrêta à environ 50 yards de la crête et plaça ses mains autour de sa bouche. Kaelen Brox, aplatait-il, sa voix portant clairement à travers la vallée. Je sais que tu es là-haut, espèce d'idiot qui te mêle de tout. Descends et discutons un peu. Kaelen sentit tous les regards se tourner vers lui. Le fait que Pike connaisse son nom, sache qu'il était avec le groupe de guerre, signifiait que le déserteur avait des sources d'informations qu'il n'avait pas anticipées. Quelqu'un les avait surveillés, rendant compte de leurs mouvements, informant Pike de leur poursuite. Il te connaît, dit Kaelen, sa voix prudemment neutre, mais ses yeux perçants de suspicion. Comment sait-il que tu es là? C'était une question légitime, et une qui pouvait raviver tous les soupçons tribaux sur la loyauté réelle de Kaelen. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Pike appela à nouveau. Amène le chef avec toi, Brox, et la fille. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser tous. Quelque chose à propos de ces jolies babioles que j'ai collectionnées. La main d'Elara se porta instinctivement vers son couteau. C'est un piège. Bien sûr que c'est un piège, acquiesça Kaelen. Mais c'est peut-être aussi notre seule chance de nous approcher suffisamment pour récupérer les objets sacrés avant qu'ils ne les détruisent vraiment. Kaelen resta silencieux un long moment, pesant les risques contre les récompenses potentielles. Autour d'eux, ces guerriers attendaient des ordres. Leur visage peint pour la guerre, mais leur discipline les retenait. Quel genre de proposition un voleur et un meurtrier pourrait-il offrir que nous considérerions? Demanda Kaelen finalement. Pike sembla entendre la question malgré la distance, et son rire portait une pointe d'amusement sincère. Le genre qui évite beaucoup de morts, chef. Voyez, j'ai réfléchi à notre situation, et je pense que nous pourrions nous entraider, mais nous devrons en discuter face à face, dit-il, puis ajouta avec une menace désinvolte. Et si personne ne descend pour discuter dans les 5 prochaines minutes, je commencerai par les petits objets. Je monterai jusqu'à cette magnifique coiffe cérémonielle. Je sais que tu meurs d'envie de la récupérer, la coiffe sacrée. Le corps entier de Kaelen se raidit à la mention de celle-ci. Kaelen n'avait pas besoin de comprendre les coutumes tribales pour reconnaître que Pike venait de menacer quelque chose d'irremplaçable, quelque chose dont la perte serait une blessure impardonnable à l'identité spirituelle de la tribu. Au loin, il pouvait voir les hommes de Pike alimenter davantage leur feu, se préparant à tenir la menace de leur chef. Le temps venait de s'épuiser. L'honneur n'est pas négociable, mais la justice peut être rapide. Kaelen et Elara descendirent dans la vallée avec leurs armes visibles, mais non dégainées. Pike les attendait avec la confiance décontractée d'un homme qui croyait contrôler complètement la situation. De près, il ressemblait exactement à ce dont Kaelen se souvenait. Grand, mince, avec des yeux clairs qui semblaient trouver de l'amusement dans la souffrance des autres. Brox, dit Pike avec un salut mockingly amical. Tu as toujours eu un talent pour apparaître là où tu n'étais pas le bienvenu. Et tu dois être chef Kaelen. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Tout avec respect, bien sûr. L'expression de Kaelen aurait pu geler l'eau.
Expose ta proposition, voleur. Le sourire de Pike s'élargit. Direct au but. J'aime ça. Voilà le truc. J'ai quelque chose que tu veux et tu as quelque chose dont j'ai besoin. À savoir, un passage sur vers la côte 150 guerriers qui me respirent dans le cou. Et en échange, demanda Kaelen, bien qu'ils connaissent déjà la réponse qui ne serait pas acceptable. Je te rends la moitié des babioles, les moins précieuses, bien sûr. Garde les plus jolies pièces pour financer ma retraite. L'expression de Pike devint sérieuse. C'est une affaire équitable, chef. Tu récupères une partie de tes choses saintes. Je vis. Tout le monde gagne. Sauf pour les familles que tu as assassinées il y a 3 ans, dit Kaelen calmement. Sauf pour les aînés que tes hommes ont tués pendant la cérémonie. Ces gens ne gagnent rien. Pike haussa les épaules. Histoire ancienne, Brox. Nous parlons de l'avenir ici. Kaelen s'avança, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. Il n'y aura pas de négociation avec des meurtriers et des voleurs. Rendez ce que vous avez volé. Rendez-vous pour la justice et vos morts seront rapides. Vous voyez, c'est là que vous vous trompez, chef, dit Pike, sa main se déplaçant négligemment vers son arme. Parce que j'ai une assurance que vous ne connaissez pas. Il siffla vivement, et des rochers entourant la vallée vinrent le son distinctif des marteaux de fusil tirés en arrière. Pas 2 ou 3 armes, mais au moins une douzaine. Les renforts de Pike avaient été cachés tout le temps, positionnés pour créer un croisement de tir parfait qui abattrait quiconque se trouverait dans la vallée. Mais Kaelen s'attendait à cela. Pike avait toujours un plan de secours, et ces plans de secours impliquaient toujours une puissance de feu écrasante à partir de positions cachées. C'est pourquoi Kaelen avait donné aux guerriers de Kaelen des instructions très spécifiques avant qu'ils ne descendent dans la vallée. Des instructions basées sur 3 ans d'étude des méthodes de Pike et d'apprentissage des erreurs qu'il avait laissé s'échapper auparavant. Kaelen ne montra aucune surprise au son des armes cachées. Au lieu de cela, il leva simplement la main et donna un coup de sifflet sec et unique. La réponse fut immédiate et dévastatrice. Depuis des positions que les hommes de Pike n'avaient même pas envisagées. Les guerriers tribaux se levèrent comme des ombres prenant forme. Ils avaient passé la nuit à se mettre en position, utilisant des compétences transmises de génération en génération pour devenir invisibles dans le terrain. Ils connaissaient mieux que quiconque. Les tireurs cachés se retrouvèrent face aux flèches tirées par des hommes capables de planter une flèche dans l'œil d'un lapin à 50 pas. Le face-à-face était devenu mutuel, mais l'avantage avait basculé vers ceux qui comprenaient le terrain sur lequel ils combattaient. La confiance de Pike se fissura pour la première fois. Tu es sournois, s'arrêta-t-il, réalisant que les menaces ne feraient qu'accélérer la violence que chacun pouvait sentir monter dans l'air. À toi de jouer, Pike, dit Kaelen calmement. Mais avant de décider, tu devrais savoir que nous avons trouvé ta source interne. Le visage de Pike devint pâle. Quelle source? Tommy Shen, le traître qui te vendait des informations sur les mouvements tribaux et les activités des colons. Il joue des 2 côtés depuis des mois, te disant où frapper et t'avertissant quand la poursuite arrivait. La voix de Kaelen devint dure. Il ne sera plus un problème. C'était un bluff, mais calculé. Kaelen soupçonnait qu'il y avait un informateur basé sur les connaissances détaillées de Pike, et Shen était le seul marchand qui avait accès aux informations des colons et des tribus. Shen m'a trahi, demanda Pike, une véritable surprise dans sa voix. Shen est mort, dit Kaelen catégoriquement. Mes guerriers l'ont trouvé en train d'essayer de fuir vers la côte avec de l'argent tribal volé. Il a parlé avant de mourir. Un autre bluff. Mais les épaules de Pike s'affaissèrent alors qu'il acceptait la vérité. Sans son réseau d'informations, ses plans méticuleusement élaborés devinrent inutiles. Il n'était qu'un autre hors-la-loi avec trop d'ennemis et nulle part où aller. Dernière chance, Pike, dit Kaelen. Rends les objets sacrés et subis la justice comme un homme. Ou meurs ici en te battant dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Pike regarda autour de la vallée, comptant les guerriers, mesurant les chances, calculant ses possibilités. Pendant un moment, Kaelen pensa qu'il allait réellement se rendre. Au lieu de cela, la main de Pike se dirigea vers son arme. Il ne sortit jamais de son holster. La massue de guerre de Kaelen le frappa à la tempe avec un bruit semblable à celui d'un melon tombant sur de la pierre. Pike s'effondra instantanément, son arme tombant sans être tirée dans la poussière. Les tireurs cachés, voyant leur chef tomber, commencèrent à paniquer,
mais les guerriers de Kaelen étaient prêts pour eux. En quelques secondes, des bruits de courte lutte résonnèrent depuis les rochers, les déserteurs étant submergés par des adversaires qui connaissaient chaque ombre, chaque cachette, chaque voie de sortie sur leur propre territoire. Lorsque les bruits se turent, cet homme gisait mort ou capturé dans la vallée. Les objets sacrés volés étaient intacts près du feu mourant, leur surface reflétant le soleil du matin comme des promesses tenues. Kaelen s'agenouilla près des paquets de cuir et commença à en vérifier le contenu. Son visage, qui avait été dur comme du granit pendant toute la confrontation, s'adoucit de soulagement en confirmant que tout était intact. « C'est tout ici », dit-il doucement. « Chaque pièce. Ils n'ont rien détruit. » Elara s'avança pour se tenir à côté de Kaelen, ses yeux brillant de quelque chose qui pouvait être de l'admiration. « Tu savais qu'il mentait à propos de brûler les artefacts. Pike était beaucoup de choses, mais il n'était pas gaspilleur. Il ne détruisait jamais rien qui puisse être transformé en profit. » Kaelen regarda le déserteur tomber, ne ressentant aucune satisfaction dans la mort de l'homme, mais un soulagement considérable que ses crimes l'aient enfin rattrapé. Kaelen se releva après avoir examiné les objets récupérés et fit face à Kaelen droit dans les yeux. « Tu as prouvé que tu étais digne de confiance, Kaelen Brox. Tes actions aujourd'hui ont empêché la guerre entre nos peuples et nous ont rendu ce qui nous était sacré. Comment cette dette peut-elle être remboursée ?» Kaelen y réfléchit un instant, puis sourit. « Qu'il y ait paix entre ton peuple et les colons. Que ce jour soit rappelé comme celui où les ennemis devinrent alliés dans la cause de la justice. » Kaelen hocha gravement la tête. « Il en sera ainsi, et tu seras toujours le bienvenu sur nos terres. » Alors que les guerriers commençaient à sécuriser leurs prisonniers et à se préparer pour le voyage de retour, Elara s'approcha de Kaelen une dernière fois. « Nous reverrons-nous » demanda-t-elle. « Quand tu auras besoin d'un ami, répondit-il. Tu sauras où me trouver. » Le soleil perça enfin les nuages de tempête, projetant une lumière dorée sur la vallée où la justice avait été rendue et l'honneur restauré. Au loin, la fumée du feu trompeur de Pike s'éteignit enfin, emportant avec elle les dernières traces d'une menace qui ne troublerait plus jamais personne. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran pour regarder une autre histoire western inoubliable où le destin et le courage se heurtent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.